Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention, voici les titres à la une de l'actualité. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020, deuxième jour de campagne pour la présidentielle du 31 octobre ici en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, qui sont les candidats retenus pour cette élection? Quelle est l'ambiance qui a prévalu dans certains quartiers généraux de candidats au premier jour de la campagne? Des QG visités par nos reporters et les échos de leurs différentes activités. 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation, thème arrêté pour cette année, cultiver, nourrir, préserver, ensemble agir pour l'avenir. La déclaration du ministre en charge de l'agriculture recueillie par Jean-Jacques Kwame Alla, un appel à la solidarité mondiale lancé afin d'aider les populations vulnérables. Et puis la présidentielle en Guinée, dernier jour de campagne ce vendredi, Alpha Condé, le président sortant, et Cellou Dalein Diallo, l'opposant historique, ont paradé dans le cadre de cette campagne. Ils sont 12 candidats à briguer la magistrature suprême. Et selon les dernières infos, le centre de Conakry se serait réveillé ce vendredi 16 octobre 2020. Dans une certaine confusion, les forces de sécurité bloqueraient les accès au centre des affaires Kaloum. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. L'élection présidentielle du 31 octobre concentre toutes les attentions. Ouverture officielle de la campagne le 15 octobre dernier, hier jeudi à minuit. Pour ce qui concerne l'actualité des candidats, sachez que Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, a présenté hier jeudi son programme de gouvernement dénommé le programme de la Côte d'Ivoire solidaire. De leur côté, Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, au terme d'une rencontre qu'ils ont eue, ont fait l'annonce devant la presse de ce qu'ils ne se sentent pas concernés par cette élection. Kouadio Konan-Bertin avait lui annoncé mercredi dernier que ce vendredi, il procéderait au lancement de sa campagne présidentielle dans la ville de Divo. Ils sont donc 4 candidats retenus par la commission électorale indépendante pour y prendre part. Alassane Ouattara du RHDP, Henri Konan Bédié du PDCI, Pascal Affi-N'Guessan du Front populaire ivoirien et Kouadio Konan-Bertin. Qui sont-ils? En quoi se résume leur parcours politique? À suivre leur portrait dans un élément signé Alexis Ouedraogo. Alassane Ouattara, né en 1942 à Dimbokro. À 20 ans, il décroche son baccalauréat. Grâce à une bourse américaine, il poursuit ses études aux États-Unis où il obtient un doctorat en sciences économiques à l'université de Pennsylvanie. Il entre au Fonds monétaire à Washington en 1968 en tant qu'économiste. 5 ans plus tard, il est recruté à la BCAO dont le siège se trouve alors à Paris, avant d'être transféré à Dakar en 1978. En 1984, il retourne au Fonds monétaire international, dont il devient directeur du département Afrique, une fonction qu'il cumule avec celle de conseiller spécial du directeur général. Octobre 1988, le président Félix Houphouët-Boigny le choisit pour prendre la tête du comité interministériel chargé de l'élaboration et de la mise en application du programme de stabilisation et de relance en Côte d'Ivoire. Le 7 novembre 1990, à 48 ans, il est nommé Premier ministre. Après le décès du père fondateur, il retourne au FMI. Il revient le 30 juillet 1999, après 5 ans passés au FMI en tant que directeur général adjoint. Alassane Ouattara rentre en Côte d'Ivoire. Après plusieurs tentatives de candidature à la tête de la Côte d'Ivoire, il accède à la présidence en 2010. Pascal Affi-N'Guessan, né en 1953 à Bois-d'Icro, dans le centre-est du pays. Il commence ses études primaires à l'EPP Hôpital 1 de Bongouanou. En 1973, il décroche le baccalauréat au lycée technique d'Abidjan. Membre de conseil d'administration, président de mutuelle, membre des bureaux exécutifs et commissions d'associations et de partis politiques, il rejoint le Front populaire ivoirien en 1988 et devient membre de la direction en 1990. Cette même année, il est élu maire FPI de la commune de Bongouanou pour un mandat de 5 ans. Il sera durant cette période vice-président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan occupe le poste de directeur de cabinet de Laurent Gbagbo et de secrétaire général adjoint du FPI. Ministre de l'Industrie et du Tourisme de janvier à octobre 2000, il occupe les fonctions de Premier ministre chargé de la planification et du développement de 2000 à 2003. Pascal Affi-N'Guessan est actuellement le président du Front populaire ivoirien. Henri Konan Bédié naît en 1934 à Daoukro. Président de la République de Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, il fait ses études primaires et secondaires en Côte d'Ivoire. Après l'obtention de son baccalauréat scientifique en 1954, il poursuit ses études supérieures à l'Université de Poitiers en France. Ses années d'études sont aussi celles du syndicalisme.
En 1958, Henri Konan Bédié assume les fonctions de directeur à la Caisse de prévoyance sociale et des prestations familiales. Il est ensuite nommé premier ambassadeur de Côte d'Ivoire indépendante aux États-Unis d'Amérique et au Canada. Il occupe, plus tard, le poste de ministre des Affaires économiques et financières de 1966 à 1977. Il est élu député et maire de Daokro. Il est également élu président de l'Assemblée nationale qu'il dirige de 1980 à 1993. À la mort du président Félix Houphouët-Boigny le 7 décembre 1993, il accède à la magistrature suprême. Henri Konan Bédié dirige la Côte d'Ivoire jusqu'en 1999, où il est renversé par un coup d'État. Kwadio Konan Bertin naît à Lakota dans le sud du pays. L'aîné d'une fratrie de 6 enfants devient étudiant à l'université d'Abidjan. Titulaire d'une maîtrise d'allemand option communication d'entreprise, il se considère comme un pur produit de l'enseignement public ivoirien. Il intègre l'organisation de jeunesse du PDCI, fondée en 1991 par le parti de Félix Houphouët-Boigny. Kakabe mènera sa carrière politique au sein du PDCI-RDA. En 2003, il devient à 35 ans le président des jeunes du parti et obtient un siège au bureau politique. En 2011, il fait son entrée à l'Assemblée nationale, élu député de Port-Bouët jusqu'en 2016. Une première fois candidat à l'élection présidentielle de 2015, il arrive en 3e position. Cette année, il figure au rang des 4 candidats en lice pour le scrutin du 31 octobre. Et à l'instant, le portrait des candidats retenus par la commission électorale indépendante pour participer au scrutin du 31 octobre. Et dans ce mouvement qui se dessine pour s'attirer les faveurs des potentiels électeurs, les différents quartiers généraux de certains candidats s'organisent. Nos équipes ont sillonné les quartiers généraux de ces candidats retenus par la commission électorale indépendante pour faire le constat du démarrage effectif de la campagne pour la présidentielle. Le reportage de Konaté Moussa. C'est le silence au siège du Front populaire ivoirien au Vallon dans la commune de Cocody, ce jeudi 15 octobre. Aucune activité du candidat Pascal Afine Guessan visible ce premier jour de la campagne présidentielle. Au QG de Konan Kwadio Bertin dit Kakabe, à Cocody Cité Les Perles, une réunion se tient. L'équipe prépare également le voyage pour Lakota, lieu où le candidat donnera le coup d'envoi de sa campagne. À la rue Le Pic, à Cocody Danga, ici, l'heure est à l'achat des gadgets. Des militants s'arrachent des pagnes, t-shirts, chemises, casquettes et bien d'autres objets à l'effigie du candidat Alassane Ouattara. À la maison du parti à Cocody Centre, des anciennes photos du président Henri Konan Bédié jonchent le mur. Pas d'ambiance donc au siège du PDCI. Aucun mouvement des militants n'est constaté à ce moment de la journée. Ouverte ce jeudi 15 octobre, la campagne pour l'élection du président de la République va prendre fin le 29 octobre prochain, à minuit. Et notre reporter Franck Kwadio a lui promené sa caméra dans les rues d'Abidjan pour justement prendre les avis des Ivoiriens sur les candidats et sur le déroulement de cette campagne. On l'écoute. L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre. C'est acté, elle était attendue. Un nouveau scrutin présidentiel et qu'à ce sujet nous voudrons véritablement inviter toute la classe politique, les Ivoiriens en général et ceux qui nous font l'amitié de vivre sur notre territoire en particulier, de véritablement s'intéresser à cette campagne électorale et donc à l'élection présidentielle. C'est la seule voie par laquelle le pays peut s'en sortir. Et donc nous sommes tout heureux d'apprendre que les élections auront finalement lieu le 31 octobre. Campagne électorale et discours à programme du candidat au menu des jours à venir. Au-delà du déroulement de l'actualité politique, les populations souhaitent pour la plupart des personnes rencontrées un scrutin apaisé. Depuis la mort du président Houphouët-Boigny, à chaque élection, il y a eu toujours des tensions. Mais Dieu nous a gardés, on a pu faire des élections. Je pense que cette année encore, ce sera la même chose. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire d'être serein, de prier. Et puis les élections vont se passer tranquillement. Nous avons besoin de la paix. Et les candidats, moi, je demande à tous les candidats de venir présenter leur projet de société à la population. Et d'aller les sons de ces bruits-là, on n'a pas besoin de ça. Que c'est seulement pour la paix que nous tous, on laisse le passé. Oublions le passé et allons à l'essentiel. Si chacun doit regarder le passé, vraiment, ça ne sera pas possible. Donc, le truc qui est passé et allons. Nous sommes dans un bon pays. Vraiment, nous oublions tout ce qui est passé. Allons-y à la paix. Nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire. Ne détruisons pas ce que nous avons construit
durant des années, avec tous les efforts de chacun et de chacun. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est ce que nous devons retenir d'abord. L'apaisement, mais on garde à l'esprit le programme idéal à même de conquérir, selon certains, les suffrages. Bon, honnêtement, en tant que citoyen ivoirien, j'attends des candidats vraiment des programmes qui pourront satisfaire la jeunesse. Bien vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais vraiment des programmes qui pourront au moins apaiser un tant soit peu le chômage en particulier. Vraiment, c'est aussi ce que moi j'attends particulièrement de celui qui va au soir du 31 qui sera président. Voilà. Et puis aussi le côté aussi de la santé. Les regards sont désormais tournés vers les acteurs politiques. La campagne présidentielle a commencé depuis ce jeudi 15 octobre à 0h. Une période électorale qui ouvre le champ de la sensibilisation au vivre ensemble et à la cohésion sociale. À l'initiative du conseiller du Premier ministre en charge des villages actions, les populations du village d'Anokwakouté, dans la commune d'Abobon, ont organisé une rencontre entre allogènes et autochtones. Objectif, sensibiliser les jeunesses allogènes et autochtones au vivre ensemble. Rencontre tenue au foyer des jeunes du dit village, Franck Quadio. À quelques semaines de la présidentielle 2020, les populations du village d'Anokwakouté prônent la paix et la solidarité. Nous avons un seul héritage, c'est la terre de Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et nous ne devions pas nous évertuer chaque fois à la mettre en péril. Il faut que chacun soit habité en son fort intérieur de l'esprit de paix, de l'esprit de cohésion, de l'esprit du vivre ensemble. C'est quand nous serons convaincus de cela, nous allons pouvoir refléter cela vis-à-vis de notre prochain, vis-à-vis de notre voisin. Nous lui avons recommandé d'utiliser les canaux des mosquées et des églises, de la jeunesse, pour faire de la sensibilisation, d'entreprendre aussi des actions afin que la paix s'installe. Des prières ont été dites par les guides religieux et les chefs traditionnels pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire en cette période électorale. Et puis, sachez que la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie publique sur toute l'étendue du territoire national est prorogée jusqu'au 1er novembre 2020. Toutefois, les manifestations organisées dans le cadre de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ne sont pas concernées par cette mesure. Ce qu'il faut également savoir, c'est que les manifestations au rassemblement de personnes organisées par les partis ou groupements politiques ou les associations légalement constituées dans les lieux fixe relève du régime de déclaration préalable conformément aux dispositions légales en vigueur et demeure soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du prison arrêté qui sera affiché partout où besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Parlons à présent de ce souffle nouveau insufflé aux tours A et B de la cité administrative du Plateau. Vieille de 40 ans, elle retrouve une seconde jeunesse. Après avoir suivi plusieurs mois de travaux, elles ont été totalement remises à neuf par l'État de Côte d'Ivoire, offrant de nouvelles ergonomies et beaucoup plus d'espace. Elles ont été inaugurées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu est signé Abdoulaye Koné. Après 25 mois de travaux, les tours A et B de la cité administrative du Plateau sont maintenant opérationnelles. Mises en service en 1978, elles affichaient un état de dégradation avancé dû au manque d'entretien. Ces tours ont donc entre 35 et 42 ans d'âge, ce qui constitue un réel défi au plan de leur maintenance et de leur bonne exploitation. Aujourd'hui, de ce que la réhabilitation des tours A et B a permis de disposer de 19 000 m² de bureaux, 4 000 m² de locaux techniques, 6 000 m² d'espace de circulation, permet de loger dans ces deux tours 8 cabinets ministériels et 2 secrétariats d'État à la tour A. Cette réhabilitation a également permis de mettre à la disposition de la Banque africaine de développement, la BAD, la tour B, ce qui a permis d'éviter la délocalisation de centaines
de collaborateurs de cette institution vers d'autres pays membres. Les tours A et B sont hautes de 19 niveaux chacune. Leur remise aux normes a mobilisé une enveloppe globale de 77,5 milliards de francs CFA. Les travaux ont permis la création de 550 emplois directs et 1200 emplois indirects. Quelques instants plus tôt, c'est le chef du gouvernement qui avait procédé à la coupure symbolique du ruban. Cet investissement important, c'est la traduction du respect et que le chef de l'État et la considération que le président a pour chacun des travailleurs et chacun de ses collaborateurs. Monsieur le ministre, je veux vous féliciter pour ce projet ambitieux. Ce projet qui a un impact rapide et un impact concret dans les conditions de travail de nos agents. De faire en sorte que les agents des autres tours puissent bénéficier de la même qualité de prestations que leurs collègues qui sont à la tour A et B. De faire en sorte que nos collaborateurs qui travaillent également à l'intérieur puissent bénéficier de programmes de construction de mini-cités administratives dans nos localités. L'exploitation des tours A et B se fera désormais à l'aide d'outils technologiques de pointe. En marge de cette inauguration, le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'est aussi rendu sur le chantier de la tour F. La 6e tour de la cité administrative sera la plus haute tour d'Afrique. Elle s'élancera dans le ciel d'Abidjan, culminant à 283 mètres et sortira de terre après 4 ans et demi de travaux. Et puis sachez que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a participé hier jeudi 15 octobre 2020 à la séance plénière des assemblées annuelles du Fonds monétaire international FMI et du groupe de la Banque mondiale. Une séance qui s'est tenue par visioconférence en raison de la pandémie du coronavirus. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a assisté à cette séance au même titre que les autres gouverneurs des autres pays membres. Il était question de faire l'état de la conjoncture économique mondiale, de sujets liés à l'impact du Covid-19 sur l'économie mondiale, la voie de la reprise et l'évolution du système financier international. À cette année, les assemblées annuelles se dérouleront principalement en mode virtuel du 12 au 18 octobre 2020. Dans le cadre du renforcement des relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et les représentants des missions diplomatiques accréditées dans le pays, un dîner a été organisé à l'Hôtel Ivoire. Les représentants des missions diplomatiques reçus donc à dîner par le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. Le compte-rendu de Patricia Omouetia. Ce rendez-vous annuel est un moment important pour la diplomatie ivoirienne. C'est l'occasion pour les plus hautes autorités ivoiriennes de présenter les orientations et les priorités qui ont guidé le travail de tous ces représentants des missions diplomatiques. Cette rencontre permet aux chefs de poste diplomatiques d'échanger entre eux et de partager leur expérience. Cette année, au cours de ce dîner-débat des ambassadeurs, des sujets sur la paix et la cohésion sociale ont été abordés. Nous mesurons la valeur de vos conseils avisés, le poids de vos appuis discrets, la noblesse d'amitié, l'efficacité de vos bons offices pour donner plus d'évidence au projet économique, politique et social du président Alassane Ouattara. Dès son accession à la magistrature suprême, le président Alassane Ouattara a affiché de grandes ambitions, mettre en place des institutions qui garantissent à la fois cohésion sociale, réconciliation nationale et stabilité dans la paix, ainsi que le respect des diversités religieuses et régionales. Toujours selon Ali Koulibaly, la question de la paix, du vivre ensemble et de la cohésion sociale est notamment au cœur des préoccupations du chef de l'État. Pour ces diplomates, une paix durable en Côte d'Ivoire repose sur le renforcement de la cohésion sociale. Je salue l'initiative de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, son Excellence Monsieur Ali Koulibaly, qui nous a permis de comprendre les objectifs pour cette élection présidentielle. Et je suis très heureux ce soir pour avoir participé à ce dîner. Nous espérons que la stabilité va prévaloir
la paix va prévaloir, plus bien-être des populations de la sous-région. Passant en revue les actions de développement posées par le président de la République Alassane Ouattara, le ministre des Affaires étrangères a souhaité la réalisation d'un nouveau type de partenariat stratégique, avec comme profit l'égalité et la confiance réciproque sur le plan politique, la coopération conduite dans l'esprit gagnant-gagnant sur le plan économique et le renforcement des échanges sur le plan culturel. Nous sommes le 16 octobre et chaque année, à la même date, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture célèbre la Journée mondiale de l'alimentation. À cette année, la 40e édition a pour thème « Cultiver, nourrir, préserver, ensemble, agir pour l'avenir ». La Journée mondiale de l'alimentation cette année, en cette période de Covid, consiste en cet appel à la solidarité mondiale lancé afin d'aider les populations vulnérables. Dans le message du gouvernement, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural rassure, il n'y aura pas de pénurie alimentaire en Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Kwame-Ala. La Covid-19 a mis en mal dans le monde plusieurs secteurs d'activité. En Côte d'Ivoire, cette pandémie a occasionné dans le secteur agricole, entre autres, la baisse des revenus des producteurs et la désorganisation des circuits de commercialisation. Pour lutter contre cette pandémie, un fonds a été mis en place par le gouvernement. Ce fonds, dans le secteur agricole, a permis de préserver le taux de production et l'emploi agricole à travers le soutien des prix aux producteurs et des filières de production alimentaire pour un montant de 300 milliards de francs CFA. En plus de ces solutions conjoncturelles, une réponse structurelle de la résilience de notre système alimentaire est prise en compte dans le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, qui mettra l'accent sur la transformation structurelle de notre agriculture. Produits en toute saison, des produits vivriers accessibles à tous, l'objectif du gouvernement est de s'inscrire en faveur de l'action Faim Zéro dans le monde. Avec le prolongement de la pandémie à Covid-19, le gouvernement a pris les mesures pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Il n'y aura donc pas de pénurie alimentaire. Aussi, les dispositions ont-elles été prises pour éviter la circulation de fausses informations et surtout la spéculation sur les prix des produits alimentaires de grande consommation. L'édition 2020 de la Journée mondiale de l'alimentation, célébrée ce 16 octobre, est placée sous le thème « Cultiver, nourrir, préserver, ensemble, agir pour l'avenir ». Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques se sont réunis du 13 au 15 octobre à Abidjan à la faveur d'un atelier organisé par le comité d'administration du régime franc. Leur objectif, créer les conditions d'une meilleure compétitivité de l'industrie halieutique locale. Le reportage de Jean-Louis Bambo. C'est en 2005 que le régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques a été institué. Ceci pour rendre les conserveries ivoiriennes plus compétitives dans un environnement mondial concurrentiel. La part État de l'abattement de 50% sur les facteurs de production dont bénéficient les entreprises franches pour la période allant de 2006 à 2019 est d'un montant de 14 milliards de francs CFA. Cette quote-part État a été apurée à hauteur de 9 milliards de francs CFA. L'un des objectifs de cet atelier est de lever les contraintes qui entravent la mise en place du régime d'entreprise franche de transformation des produits halieutiques. Ces contraintes contrairent notamment à l'inadéquation du mécanisme de compensation pour la mise en œuvre de l'abattement de 50% sur les tarifs de base des facteurs de production, aux limites du cadre institutionnel d'administration du régime d'entreprise franche. L'industrie de la transformation des produits halieutiques reste le fer de lance du secteur de la pêche ivoirienne. L'exploitation des conserves de thon rapporte chaque année 70 milliards de francs CFA. L'industrie thonière ivoirienne emploie de façon générale 3500 travailleurs et fait vivre près de 40 000 personnes. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a signé lundi dernier la lettre d'engagement des directeurs généraux ou responsables de projets des structures sous tutelle de son département. Ces responsables de projets devront tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs à eux assignés. Francis Boiffaut. Des lettres d'engagement signées par le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État et 4 directeurs généraux des structures sous tutelle.
C'est une première. Le budget de l'État dorénavant s'exécute suivant différents programmes. À chaque programme sont assignés des objectifs. Il y a des indicateurs pour apprécier l'atteinte de ces objectifs. Donc l'aide d'engagement, c'est un peu le document qui va, permettez-moi l'expression, contractualiser ou retracer les engagements pris par les responsables du programme devant le premier responsable du département ministériel, engagement d'atteindre donc les objectifs qui ont été fixés. Le budget programme exige des responsables de projet plus de rigueur dans l'exécution des différentes tâches. Nous allons tout mettre en œuvre avec l'ensemble de nos collaborateurs pour atteindre les objectifs à nous assigner dans le cadre de ce programme. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État invite ses collaborateurs à relever les nombreux défis. Les différents programmes, leurs résultats vont être appréciés par la Cour des comptes et il va falloir présenter à la représentation nationale les résultats qui ont été obtenus avec les ressources qui ont été mises à la disposition des différents programmes. Donc c'est vraiment une étape extrêmement importante qui vient matérialiser en tout cas tout ce processus de... La signature de la lettre d'engagement concerne tous les ministères du gouvernement, à en croire le ministre Moussa Sanogo. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, a lancé les travaux de bitumage de la voirie d'Agou. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, a procédé donc au lancement de ces travaux. Ce projet, la matérialisation du Programme national de développement PND 2016-2020, qui stipule que tous les chefs-lieux de région et chefs-lieux de département vont bénéficier de voiries bitumées. Ces travaux qui vont durer 2 mois vont coûter à l'État de Côte d'Ivoire environ 2 milliards de francs CFA. Le reportage de Amani Amia. Dans exactement 2 mois, la ville d'Agou connaîtra un nouveau visage. La voie principale menant à la ville et certaines rues de la commune seront bitumées. Un projet de l'État qui s'inscrit dans le Programme national de développement PND 2016-2020 qui stipule que tous les chefs-lieux des régions et les chefs-lieux de préfecture vont bénéficier de voiries bitumées. Vous avez le plan synoptique, le PK0, c'est-à-dire le point départ par la station de la grande voie nationale, la A1 jusqu'au carrefour Boudépé, c'est-à-dire pratiquement toute la traversée urbaine d'Agou sera bitumée pour 3,2 km. C'est un ouf de soulagement pour la population qui attendait depuis des années ce moment. C'est d'abord un sentiment de joie parce qu'effectivement les populations avaient, dès ma prise de fonction, c'était vraiment le vœu le plus cher au niveau des parents. Et aujourd'hui, cela devient une réalité. Et donc, je pense que c'est aussi l'occasion de dire merci au gouvernement. C'est le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Joseph Seka Seka, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence Patrick Hachi, qui a donné le premier coup de pelle pour ces travaux. Le président de la République, dans sa politique, a décidé de mettre l'homme au centre de tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, la population d'Agou, la commune d'Agou, va bénéficier d'infrastructures en termes de routes. Nous avons posé la première pierre et nous pensons que dans quelques jours, la ville d'Agou aura un autre visage pour le bonheur des populations. Le coût de ces travaux est estimé à près de 2 milliards de francs CFA, entièrement financé par le Fonds d'entretien routier. En plus du bitumage des voiries, les pistes d'accès aux différents villages de la localité vont également bénéficier des reprofilages lourds. Voilà des projets dont il serait difficile de profiter si la santé est éprouvée. Il faut donc continuer de maintenir le seuil de vigilance. Le coronavirus continue d'exister. La Côte d'Ivoire, toujours engagée dans la lutte contre la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré à ce jour 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 1178 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs et 26 guéris et 0 décès. À la date du 15 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 257 cas confirmés, dont 19 898 personnes guéries, 121 décès et 238 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 176 844. Dans l'actualité internationale, nous le disions en début de journal, au Mali, la région de Ségou, dans le centre du pays, est le théâtre de nouvelles scènes de violence qui ont fait au moins 5 morts. Cette tension a pris une tournure dramatique le week-end dernier quand des hommes armés ont pris le contrôle du village de Farabougou et ont assiégé les habitants.
Depuis une semaine, les habitants de ce petit village sont soumis à un blocus de la part de présumés djihadistes. Une tentative de médiation est en cours. Et puis toujours dans l'actualité internationale en Guinée, alors qu'approche l'élection présidentielle du 18 octobre, les 12 candidats ont continué de battre campagne à l'image des deux favoris, le président sortant Alpha Condé et son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Tous deux ont participé à des parades dans le cadre de cette campagne. Et puis ce vendredi marque le dernier jour de campagne avant le jour de vote fixé au dimanche. Réveil difficile, nous l'avons appris ce matin pour certains habitants de Conakry. Les accès à la commune de Kaloum seraient bloqués au niveau du pont au 8 novembre. Voitures, motos, piétons, civils comme militaires, tous sont sommés de rebrousser chemin par les forces de l'ordre positionnées aux entrées de la ville. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis sachez que le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation convie les partis et groupements politiques ayant pris part au dialogue politique sur le processus électoral 2020 à une séance de travail placée sous la présidence effective de Monsieur le Premier ministre le samedi 17 octobre 2020 à 11h dans la salle C de la primature. Cette rencontre portera sur le cadre d'organisation du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Chaque parti ou groupement politique devra se faire représenter par 2 personnes. Ce communiqué émane du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve ce soir à 23h, Dieu voulant. Bon début d'après-midi.